Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je ne serai pas seul, je serai accompagné de Marie-Laure. Bonjour. Marie-Laure, bonjour, Bonjour. un grand merci d'être ici. Avec plaisir. On va parler des aliments qui favorisent la sexualité, mais avant d'en parler, déjà Marie-Laure, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne t'ont pas encore vu sur notre chaîne? Donc, je m'appelle Marie-Laure André, je suis diététicienne nutritionniste. Je suis aussi auteure de nombreux livres de nutrition et de recettes. J'anime une chaîne qui porte mon nom également, donc Marie-Laure André, experte IGBA, où je parle de nutrition, voilà, minceur et mieux-être. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi de parler avec Marie-Laure du sujet des aliments qui améliorent la sexualité, en particulier concernant les GBA. Mais pour ça, il faut attendre la fin de la vidéo, vous comprendrez mieux. Je vous rappelle pour moi aussi ce que c'est Charles.co. C'est bien sûr une chaîne YouTube sur laquelle vous avez plein d'informations. Charles.co, c'est aussi une clinique digitale, c'est-à-dire un site où vous pouvez consulter des médecins spécialisés dans leur domaine. Il y a différentes spécialités. Et prochainement, il y aura des médecins spécialisés en nutrition et en obésité. Donc pour des problèmes d'obésité, vous pourrez faire des téléconsultations avec ces médecins spécialisés. C'est simple, on va sur le site, on remplit un questionnaire, on choisit le médecin, on fait le bilan, il nous pose des questions, s'il y a des traitements à prescrire, etc. En tout cas, quand on a des problèmes de santé, vous connaissez maintenant la phrase, on ne reste pas seul à essayer de se débrouiller avec ça. On prend des conseils auprès des professionnels. Ça peut être des professionnels comme Marie-Laure, ça peut être des médecins, mais on ne reste pas seul à se débrouiller dans son coin. Maintenant que vous savez ce que c'est Charles.co et que vous connaissez la chaîne de Marie-Laure, on va attaquer le sujet. Je vais commencer, Marie-Laure, si tu veux bien, par te citer 5 aliments que je cite régulièrement en disant qu'ils ont des bénéfices sur le plan de la sexualité, qu'elle soit masculine ou féminine d'ailleurs. Des aliments pour lesquels on a ne serait-ce qu'un début de preuve scientifique que ça apporte quelque chose sur la libido, sur le fonctionnement des érections, les sécrétions au niveau génital, sur la fertilité parfois. Pour chacun de ces aliments, j'aimerais que tu me dises, toi, avec tes connaissances, avec ton domaine, si tu considères que ce sont des aliments qu'on peut consommer régulièrement. En fait, j'en parle souvent sur la chaîne et vous pouvez trouver plein de vidéos sur Charles.co où je vous parle de l'alimentation et de la sexualité. Mais c'est vrai qu'on me demande, d'accord, tu as cité tel aliment, mais est-ce qu'on peut en manger tous les jours? Est-ce qu'il faut en manger que de temps en temps? Est-ce qu'il faut le cuire, etc. D'accord. Je voudrais profiter de ta présence pour éclaircir ça. Ok. Tu es prête? Ça me convient. Allez, on commence par le premier, pour allier plaisir et alimentation. Je parle souvent du chocolat. Qu'est-ce qui est intéressant dans le chocolat pour la sexualité? Est-ce que c'est le cacao en lui-même? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, oui, si c'est le cacao, pas le... Ok, donc si c'est le cacao, effectivement, il faudra bien sûr choisir un chocolat qui est donc riche en cacao. Comment on peut savoir qu'il est riche en cacao? Alors, sur les tablettes, on regarde tout simplement le pourcentage de cacao. Si ce n'est pas indiqué sur le devant de la tablette, il faut regarder dans la liste des ingrédients. L'idéal, c'est qu'il y ait au minimum 70% de cacao. Là, on sait qu'il y a vraiment un apport correct en poudre, en pâte de cacao. Et c'est quelque chose qu'on peut consommer, bien sûr, quotidiennement. Alors, on ne va pas manger la tablette. Oh mince. C'est vrai que l'idéal, pour que ça reste inscrit dans un bon équilibre alimentaire, idéalement c'est 10-20 grammes de chocolat par jour. Ça peut être un petit peu plus, ça va dépendre de chacun, des besoins de chacun. Pour la population globale, c'est ça, 10 à 20 grammes, donc ça fait 2 beaux carrés de chocolat. De chocolat. Pour vous rappeler, le côté antioxydant, c'est un effet qui va améliorer le microfonctionnement des artères, les parois des artères qui s'abîment moins vite. Or, on a besoin d'une microcirculation sanguine qui fonctionne très très bien pour que le sang arrive dans la zone génitale, que ce soit pour avoir des bonnes érections ou un bon fonctionnement du clitoris et du vagin et de la lubrification. Merci beaucoup pour le chocolat. Avec plaisir. Ça me rassure, j'avais peur que tu me dises ne pas en manger plus d'une fois par semaine. Ah non. J'allais faire une déprime. C'est pas moi ça. Deuxième, les oignons. Alors, c'est vrai que là, on est parti vraiment dans une autre catégorie. Là, on passe du chocolat à l'oignon. Alors, juste pour rappeler pourquoi les oignons, parce qu'en fait, il y a plusieurs études qui ont montré que le fait de consommer en particulier le jus d'oignon avait un impact, et là, on a des études réelles contre placebo, avait un impact sur le taux de testostérone, qui est l'hormone sexuelle principale. Ça avait un impact sur l'élan sexuel, sur la libido, et ça augmente aussi la fertilité, en particulier masculine. Donc, on sait qu'il y a un impact sur le fonctionnement des hormones sexuelles et de l'élan sexuel. Qu'est-ce que toi tu en penses sur la consommation d'oignons? C'est comme le chocolat, les oignons, c'est quelque chose qu'on peut consommer bien sûr quotidiennement. Alors, cru
ou cuit, c'est vrai que là encore, je pense que si on consomme cru, on va préserver les nutriments de l'oignon, donc c'est plus intéressant de consommer cru. Je pense qu'il y aura plus d'impact sur l'effet protecteur de l'appareil sexuel. Donc dans la salade, par exemple par exemple, sous forme d'oignon blanc, d'oignon rouge, émincé, effectivement ajouté dans la salade, ça c'est quelque chose qu'on peut faire quotidiennement. Alors le seul petit problème, c'est peut-être au niveau digestif. Il y a des personnes qui ont du mal un petit peu à digérer l'oignon quand il est cru. Donc à ce moment-là, oui, on va peut-être conseiller de le consommer cuit. On a parlé chocolat, oignon. Troisième, les fruits rouges. Les fruits rouges, c'est vrai qu'on en a parlé dans une précédente vidéo, et les fruits rouges, donc les baies rouges, c'est vraiment des fruits qui ont plein de qualités. Globalement pour leurs apports nutritionnels vraiment bénéfiques, très riches en fibres, très riches en composés antioxydants, très riches en vitamine C, pauvres en sucre, donc ils ont des apports en sucre plus faibles que la moyenne des autres fruits, donc c'est vraiment des produits de choix qu'on peut consommer bien sûr. Alors je dirais pas peut-être tous les jours, parce que l'idée c'est quand même aussi de varier un petit peu plus l'alimentation. J'aurais tendance plutôt à conseiller les fruits rouges quand c'est la saison. C'est-à-dire de profiter des fraises quand c'est le mois de mai, juin, en juillet peut-être les framboises, après on a les myrtilles peut-être en fin d'été, etc. Donc c'est vrai que quand c'est la saison, il faut en profiter. Et quand c'est cru, je pense que ça a aussi plus d'intérêt santé. Voilà. Oignon, chocolat, fruits rouges. Ah, chocolat aux fruits rouges peut-être. Le mélange peut être intéressant. Pas chocolat aux oignons. Non, là ce sera un petit peu dommage. Ensuite, le quatrième, c'est les pistaches. Il y a quelques études qui ont montré que le fait de consommer quotidiennement des pistaches, en particulier consommer au-delà de 200 grammes à 250 grammes de pistaches par jour, il y avait une amélioration de la fonction érectile. Et la question que je me pose, c'est ce que tu en penses de cette consommation régulière de pistaches. Alors, c'est vrai que 200 à 250 grammes par jour, ça va faire beaucoup. Pourquoi? Parce que donc, les pistaches, ça fait partie de ce qu'on appelle les oléagineux, les fruits oléagineux, les graines oléagineuses. Donc, c'est des aliments, effectivement, qui sont très intéressants parce que ça apporte des fibres, des protéines, des minéraux, des oligoéléments, mais aussi beaucoup de graisses. Et même si ces graisses sont de nature insaturée, donc c'est des graisses qui protègent le système cardiovasculaire, qui ont des effets bénéfiques dans le corps, il ne faut pas oublier aussi que tout excès peut avoir un effet délétère. Et là, 200 à 250 grammes de pistaches, là, je pense que ça fait un peu trop. Le taux de triglycérides, il va ça risque de perturber effectivement certains éléments. En général, ce qui est conseillé dans une alimentation équilibrée, c'est 30-40 grammes d'oléagineux par jour. Une poignée. Voilà. Ah oui, pas de pistaches, les oléagineux. Oléagineux, donc les amandes, les noix, les noisettes, les pistaches, les pignons de pain, etc. Ça m'éclaire sur les pistaches. J'hésite entre deux aliments, mais je vais en choisir qu'un, parce que j'ai promis 5. Le thé vert. D'accord. C'est considéré dans la liste des aliments qui peuvent améliorer le fonctionnement sexuel, que ce soit le fonctionnement des érections, de la libido, les capacités à avoir de l'orgasme, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant qu'aliment quotidien ? Alors, contrairement aux pistaches, où là, c'est vrai, je disais, ça va bloquer un petit peu au niveau de la quantité. Le thé vert, non, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut prendre quotidiennement. C'est très riche en composés antioxydants, plus riche en tout cas que le thé noir, qui est fermenté. Donc, le thé vert, oui, c'est vraiment très intéressant. Donc, le mieux, c'est bien sûr de le choisir sans sucre ajouté. Voilà. D'ailleurs, est-ce que pour toi, il y a une différence entre les infusions qui sont dans un sachet ou les feuilles de thé qu'on met dans l'eau? Oui, il peut y avoir des différences de qualité qui sont vraiment importantes d'un thé à l'autre. Je pense qu'il faut vraiment être vigilant, effectivement, choisir toujours du thé bio parce que les feuilles de thé, on ne va pas les rincer avant de les consommer, au contraire, on va les infuser. Donc si ce n'est pas un thé qui est issu de l'agriculture biologique, on va aussi infuser les composés effectivement qui ne sont pas très souhaitables. J'en profite pour répondre à une question qui est arrivée dans les commentaires, c'est concernant la testostérone et le café et le thé, puisque j'ai dit dans une vidéo que la consommation de caféine de façon excessive, c'est-à-dire quand on commence à dépasser 6, 7, 8 tasses de café par jour, il y avait un effet légèrement délétère sur les hormones, puisque ça permet d'augmenter un peu le taux d'œstrogène,
ce qui n'est pas la bonne idée quand on essaye, surtout chez les hommes, d'essayer d'avoir de la masse musculaire par exemple et de perdre du poids. Et on m'a posé la question, est-ce que le thé a le même effet? En fait, certains thés ont le même effet que le café, mais le thé vert n'a pas cet effet de déséquilibre sur le fonctionnement hormonal, donc il n'y a aucun problème. Marie-Laure, merci beaucoup d'avoir répondu. Au moins maintenant, les personnes qui nous suivent savent que quand je parle de pistache qui améliore les érections, quand je parle de thé vert, quand je parle de chocolat, etc., au moins ils savent comment on peut les consommer, comment les limiter pour les oignons et tout ça. Donc merci beaucoup. Et j'aimerais profiter encore plus de ta présence pour quelque chose qui me tient à cœur. La meilleure façon d'utiliser les aliments pour améliorer la sexualité, c'est déjà de les utiliser pour ne pas abîmer la sexualité. Vous connaissez mon expression, avant d'appuyer sur l'accélérateur, il faut arrêter d'appuyer sur le frein. Donc déjà faire de sorte que l'alimentation n'altère pas la sexualité. Avec tout ce qui existe comme courant d'alimentation saine, équilibrée, etc., parmi les types d'alimentation qui semblent avoir le moins d'effets négatifs sur la sexualité, au contraire, un effet positif sur la sexualité, l'alimentation dite IG bas est une alimentation qui, pour moi, médecin sexologue, est très intéressante pour la sexualité parce qu'elle préserve les fonctionnements des hormones, parce qu'elle préserve les fonctionnements de la microcirculation sanguine et aide même le côté neuropsychique chez certaines personnes, donc la libido, etc. Comme on a une spécialiste de l'IG bas aujourd'hui, j'aimerais que tu nous dises, si tu veux bien, ce que c'est une alimentation IG bas. Quand on ne connaît rien à ce type d'alimentation, quels sont les quelques conseils que tu peux donner pour s'y mettre? Une alimentation à IG bas, donc à index glycémique bas, c'est déjà privilégier les aliments qui ont un faible impact sur la glycémie, qui est le taux de sucre dans le sang. On a une glycémie qui varie le moins possible tout au long de la journée. Comment est-ce qu'on fait ça? Effectivement, eh bien, on va s'intéresser au pouvoir des aliments à élever la glycémie. Ce n'est pas forcément la teneur en sucre. Pour moi, l'index glycémique, ça reflète plutôt la qualité des sucres. Donc c'est vraiment la capacité d'un aliment à élever la glycémie. On a vraiment testé chaque aliment pour voir quel est son impact sur la glycémie et qu'on a établi donc cette échelle de valeur de 0 à 100 donc pour donner un index glycémique à chaque aliment. En fait, le plus simple, c'est peut-être déjà d'essayer... Le plus simple serait déjà de te suivre sur ta chaîne, c'est ça? Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué de résumer. Alors, quand on veut manger IG bas, déjà, on va essayer de cuisiner maison parce que dans les aliments industriels, il y a souvent de l'ajout de sucre, même dans les plats salés. Donc, déjà, se concentrer sur une alimentation maison. L'index glycémique, ça s'adresse aux aliments qui contiennent des glucides. Souvent, on me demande c'est quoi l'index glycémique du fromage, des viandes. Mais ça ne s'applique pas parce que ces aliments contiennent des protéines, des graisses, mais pas de glucides. C'est surtout féculents, fruits, produits sucrés. La règle de base, c'est peut-être d'éviter tout ce qui est sucre raffiné, parce que le sucre raffiné a un index glycémique élevé. Et le problème, c'est qu'on s'est habitué depuis des décennies à consommer de la farine blanche, du sucre blanc, alors que ces aliments, ils ont un index glycémique particulièrement élevé. Donc l'idée, là, c'est plutôt de choisir des farines qui soient plutôt complètes. On n'a pas débarrassé le grain de céréales de ses fibres. Et leur couleur est souvent un peu brune, oui. Par exemple, tu parlais des pâtes. Oui. Tu as dit al dente ou pas, c'est quoi le meilleur? Le mieux, c'est al dente, bien sûr. Parce que quand on ne les cuit pas trop, les pâtes, l'amidon sera un petit peu résistant face aux enzymes digestives. Donc les enzymes digestives, elles auront du mal à dégrader l'amidon des pâtes. La cuisson minimale. Oui, c'est ça. Il ne faut pas trop cuire les pâtes. Avec une vraie différence entre pâtes complètes, pâtes classiques? Alors là aussi, s'il y a une présence de fibres, les pâtes complètes auront un IG plus faible que les pâtes blanches. Mais elles ne seront pas forcément toujours bien appréciées, je pense notamment aux enfants qui sont habitués aux pâtes blanches classiques. Et c'est vrai que les pâtes complètes, elles sont un petit peu... déjà, la couleur n'est pas la même. Donc c'est moins appétissant, les enfants risquent de rechigner. Et puis c'est vrai que la texture n'est pas non plus la même, c'est un petit peu plus compact, farineux, etc. Alors parfois le semi-complet, ça c'est une bonne alternative, ça plaît un peu à tout le monde. Ou alors des bonnes spaghettis cuites al dente, je pense que ça c'est très bien aussi. Comme vous voyez, c'est pas juste une question de regarder combien ça contient de sucre, c'est une meilleure connaissance de tout ça. Je profite aussi de ta présence parce que quand on parle de ces sujets, il y a souvent des réactions. Vous avez souvent il est où le plaisir là-dedans si je dois comme ça, éviter ça, éviter ça. Or, je sais
que la notion de plaisir en mangeant, c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur et que tu la gardes. Est-ce que tu peux nous confirmer, nous donner quelques idées sur le fait qu'on peut manger IGBA tout en mangeant quelque chose de bon? Je confirme que l'alimentation, ça doit rester toujours un plaisir. La notion de plaisir, ça fait partie de l'acte alimentaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut occulter sur le long terme. Donc c'est très très important. Et c'est vrai que cette alimentation IGBA, j'ai à cœur de montrer qu'effectivement, c'est aussi le plaisir de manger. Alors c'est sûr que ce ne sera peut-être pas avec les mêmes aliments forcément, c'est-à-dire qu'on va quand même réaliser des très très bons desserts, des pâtisseries qui ont un index glycémique plus faible. Mais alors c'est vrai que si on utilise des farines qui sont un peu plus complètes ou d'autres sucres que le sucre raffiné, ce ne sera pas forcément le même aspect ou tout à fait le même goût. Mais on peut faire des choses vraiment très très gourmandes qui plaisent vraiment à toute la famille. Donc il faut juste tester, il faut avoir la curiosité de tester autre chose qu'une farine blanche et un sucre blanc. Allez voir mon blog passionnutrition.com, il y a plein de recettes qui sont vraiment gourmandes et à IGBA qui plaisent beaucoup. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Et puis j'ai vu ce que tu fais, c'est vrai que ça a l'air appétissant, puisque le sujet au départ c'était la sexualité. Et si j'ai choisi le sujet d'IGBA, c'est parce que je sais que ça a des conséquences positives sur le fonctionnement sexuel. Marie-Laure, merci beaucoup de nous avoir apporté des réponses. Avec grand plaisir. Des pistes, j'ai appris des choses. J'espère que vous aussi vous avez appris des choses. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre le petit like, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, que ce soit à Charles.co ou à la chaîne de Marie-Laure. Mettez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez envie qu'on évoque d'autres sujets. On vous prépare d'autres vidéos. D'ailleurs, il y a d'autres vidéos de notre duo sur ta chaîne. Oui. Et il y a d'autres vidéos de notre duo aussi sur Charles.co. Faites un tour. Je pense que vous apprendrez beaucoup de choses. Merci encore de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous. À bientôt.